Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous sommes dans l'Oise, le 3 octobre 2022. Un agriculteur vient de se suicider. Quelques jours plus tôt, il avait été convoqué par l'OFB. Voilà comment commence l'article de Jean-Paul Pelleras, titré « Un paysan est mort ». C'est un édito de Jean-Paul Pelleras, publié le 1er novembre dans son journal L'Agri. Jean-Paul Pelleras, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes ancien agriculteur et rédacteur en chef de l'Agri. Vous collaborez à Terre d'Aubrac, Front Populaire également désormais. Et on vous connaît également pour vos romans qui ont reçu d'ailleurs certains le prix Alfred Sauvy, Le Vieux Garçon aux éditions du Rocher dernièrement, Le Journaliste et le Paysan aux éditions Talaya. Jean-Paul Pelleras, votre article, de toute façon on vous suit régulièrement puisque vous parlez de l'agriculture et c'est trop rare aujourd'hui. Mais votre article, évidemment, et le titre de cet article est particulièrement touchant. Aujourd'hui, vous avez décidé d'être cash, finalement, avec cette expression « un paysan est mort ». Alors, d'abord, racontons ce qui s'est passé à ce paysan. Et ensuite, évidemment, on va aller sur le fond du problème de l'agriculture aujourd'hui. Mais alors, ce paysan qui s'est suicidé le 3 octobre dernier, vous le dites, il était sous pression, hein. Mais oui, c'est ce que relate le betteravier français, donc qui est un journal de l'Oise. Bon, si vous voulez, il a été vraisemblablement mis sous pression par des contrôles pour avoir désherbé une bande de... il a été accusé uniquement d'une bande de 600 mètres sur un chemin. Voilà. Alors, comme je le dis, ma foi, où se situe l'échelle de la culpabilité entre celui qui assassine, qui détourne des milliards, qui vend de la drogue, et puis quelqu'un, un agriculteur qui nettoie un chemin. Voilà. Et il est présumé coupable. Voilà. Et c'est peut-être ce qu'il n'a pas supporté, sachant que, malheureusement, dans ce cas-là, les gens qui décident d'en finir, ma foi, il peut y avoir des raisons multifactorielles, donc il faut rester quand même très prudent. Mais il y a globalement quand même un acharnement de la part de certains organismes, on va dire environnementaux, à l'égard du monde agricole qui devient complètement insupportable, inadaptable, inadapté, et donc c'est devenu... les agriculteurs en ont assez, on le sent bien, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc là, il s'agit de l'organisme de l'OFB, donc l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui explique tout simplement nous avions toutes les raisons de penser que l'agriculteur était coupable. On a l'impression, en fait, que pour les agriculteurs, et après on va élargir un peu ce sujet, nous, ici, on a reçu d'autres agriculteurs qui nous ont dit qu'ils étaient proches du suicide, qu'ils ne tenaient plus la pression. Eux, c'est pour d'autres raisons, on va en parler juste après. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une présomption de culpabilité de l'agriculteur, donc complètement à l'inverse du droit français. Évidemment, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une stigmatisation du monde agricole. Il n'y a qu'à regarder toutes les émissions de télévision. Ça va de ce que dit Élise Lucet à ce que dira ce soir probablement Hugo Clément. Donc il y a un acharnement. L'agriculteur, c'est devenu le vilain petit canard. On vit dans le monde des gentils, que sont les écolos, et des méchants, que sont les paysans, les industriels, voilà, tous ceux qui finalement génèrent une induction, permettent de nourrir, il faut quand même le dire, parce que sans agriculteurs, je ne sais plus où on en serait, et puis, de l'emploi, et entretiennent le territoire. Les premiers écologistes, ce sont les agriculteurs. Voilà, ça et depuis la nuit des temps, presque. Voilà. Surtout en France, on peut le rappeler, les agriculteurs respectent un cahier des charges extrêmement lourd, de plus en plus lourd, non seulement avec les normes européennes, mais le zèle français, ce qui fait qu'a priori, les produits français sont vraiment de qualité et peut-être la meilleure qualité au monde, finalement. Donc, accuser les agriculteurs d'être des pollueurs, c'est très, très difficile pour ces agriculteurs qui doivent tous les jours se mettre à des normes de plus en plus complexes. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de tirer sur la corde, à force d'imposer un dogme et des normes, comme vous le dites, les agriculteurs vont abandonner la partie.
D'ailleurs, écoutez, 10 millions d'agriculteurs au lendemain de la guerre, il n'en reste plus que 300, même pas 400 000. Bon, très bien. Et il y a des régions où ils ont carrément disparu de la circulation. Je pense notamment au midi de la France avec les arboriculteurs, les maraîchers, etc. Bon, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que l'on va être contraint d'importer des productions que personne ne contrôlera, c'est-à-dire qu'ils viendront de Chine, d'Inde, des États-Unis, ce qui est déjà le cas, puisqu'on est déficitaire sur la balance du commerce extérieur. Voilà, on importe plus que ce qu'on exporte. Donc, ça va se passer. Et là, les écologistes, les environnementalistes, tous ces gens très vertueux, est-ce qu'ils vont aller contrôler l'hôtel des cochons en Chine, là-bas, où il y a 650 000 cochons dans un HLM, qu'ils y aillent. Nous verrons s'ils auront autant de courage que de se promener avec un flingue à la ceinture, parce que c'est le cas avec l'OFB, dans les champs des agriculteurs français. Attention, là... Et ils se promènent avec quoi dans la ceinture, vous dites ? Ils ont un revolver à la ceinture, ils sont armés, ces gens. L'OSB, ils vont dans les exploitations, ils ont l'arme à la ceinture, voilà. Mais ils sont armés contre qui, à votre avis, contre quoi ? Écoutez, je ne sais pas, ils ont peut-être peur de la rébellion agricole, je ne sais pas, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça. Voilà, ce sont des gens qui sont assermentés, qui sont armés, qui sont voilà, très bien. Il y a quelque chose d'intimidant là derrière. Bon, je dirais même d'humiliant. Voilà, c'est parce qu'on vient voir les gens dans les champs comme on ira voir des dealers dans les banlieues. Et encore que peut-être qu'ils y vont peut-être un petit peu moins franchement que ceux qui font dans les champs, quoi. Et voilà, donc tout ça, c'est devenu insupportable. Cette stigmatisation est devenue insupportable. Alors, il n'y a qu'à continuer comme ça. J'avais écrit dans Le Point il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, dans 20 ans, les agriculteurs français auront disparu. Ce sera peut-être même plus tôt. Moins que 20 ans. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais on sent bien que les gens sont désabusés et puis ils en ont marre de passer pour les méchants, quoi. Alors que c'est eux, encore une fois, qui nourrissent. Bien sûr. On perd les 4 points cardinaux, là. C'est pas possible. Évidemment. Ce sont eux qui nourrissent, qui sont malgré tout aujourd'hui sous pression, on est en train de l'expliquer aujourd'hui, et qui sont en plus très très mal payés, c'est-à-dire que le ratio entre le temps de travail qui est quasi permanent et le salaire était évidemment dérisoire. Alors certes, ces gens-là ne font pas cela que pour le salaire, puisque c'est un métier qui demande d'aimer passionnément ce qu'on fait. Malgré tout, il y a aussi un problème de reconnaissance par le salaire. Alors, je voulais vous parler de cette autre affaire, puisque finalement, il y en a toujours une qui repousse l'autre, puisque ces actualités terribles de suicide sont très régulières chez les agriculteurs. On dit même qu'il y a un suicide par jour d'agriculteurs en France, ce qui est quand même pas notre plus beau record français. Eh bien, nous avons reçu des agriculteurs ici qui étaient désespérés puisque à cause d'une bactérie de la salmonelle qui se trouvait autour de leur exploitation, ils ont été obligés d'exterminer l'ensemble de leur cheptel de volailles, donc 5000 volailles, et cela plusieurs années de suite, alors qu'ils avaient fait 7 contre-expertises indépendantes et que dans chacune de ces contre-expertises, on voyait que s'il y avait peut-être des bactéries autour de l'exploitation, les œufs et les volailles, elles, étaient parfaitement saines. Ça pose quand même de vraies questions aujourd'hui. En plus, alors qu'on entend tous les scandales Buitoni, les scandales de l'industrie agroalimentaire. Et on se dit, on ne comprend pas comment l'industrie agroalimentaire peut continuer, elle, à fonctionner alors qu'il y a des scandales qui tombent tous les jours et que nos agriculteurs, eux, n'aient plus le droit, parce que ces gens-là n'ont plus le droit de travailler aujourd'hui, n'aient plus le droit de travailler, perdent tout et en plus est à payer finalement l'extermination de leurs propres volailles qui sont saines et en plein air, je le rappelle. Donc on est vraiment, en effet, comme vous le dites tout à l'heure, on a complètement perdu la boussole du nord et du sud. Là, on a perdu toutes nos valeurs. On est dans un principe de précaution franco-français. Ce qu'il faut déplorer, c'est au-delà de ces injonctions qui obligent les agriculteurs dans de nombreux domaines à
soit à détruire leur production, soit ma foi, à éliminer les troupeaux, etc. Bon. Nous avons, à côté de cela, une importation qui est massive, qui est de plus en plus. J'ai été longtemps maraîcher, arboriculteur dans le midi de la France. Nous sommes battus contre les importations en provenance d'Espagne, du Maghreb et autres. Écoutez, on a aujourd'hui, quand j'ai arrêté le syndicalisme agricole il y a une quinzaine d'années, 20 ans, on va dire, il y avait 5000 camions par jour qui transitaient par la frontière à hauteur de Perpignan. Aujourd'hui, il y en a 20 000. Bon, je ne sais pas, mais enfin, vous savez, ce sont des marchandises qui ne sont pas contrôlées comme elles devraient l'être. On laisse rentrer tout et n'importe quoi. Que disent les environnementalistes et les grands penseurs du moment quand on sait qu'au Sahara occidental, le royaume du Maroc exploite des gens pour 5 € par jour. J'ai dit bien par jour. Bon, à quoi ressemble une tomate espagnole, à quoi ressemble une tomate marocaine par rapport à une tomate française qui est hyper contrôlée. Et il en va de même absolument pour tout, de la volaille à la viande, en passant par les fruits, les légumes, le vin, etc. Donc, je crois qu'avant d'imposer des normes coercitives et des destructions et de susciter des ravages humains au sein de l'agriculture française. Humains et animaux, c'est-à-dire que c'est intéressant là. On n'entend pas non plus beaucoup d'écologistes ou d'antispécistes sur ces questions-là. C'est vrai. Donc regardons un petit peu ce qui rentre et parfois il faut employer le terme, usons d'un peu de protectionnisme pour essayer de juguler justement ces problèmes. Voilà, bon, regardons ce qui arrive d'ailleurs avant de pénaliser ce que nous produisons d'ici sur notre sol. Après qu'il y ait des contrôles et qu'il y ait, ma foi, il faut qu'il y ait du bon sens aussi. Bon, mais comme vous le disiez tout à l'heure, bon, on détruit parfois aveuglément, parce qu'il y a le principe de précaution qui prédomine. Bon, il faut quand même se poser quelques questions. Voilà. Surtout que là, dans notre cas, toutes les contre-expertises sur les animaux, les bêtes et les œufs montraient qu'il n'y avait aucun risque, sauf quand, en fait, aujourd'hui, dans la réglementation française, les contre-expertises ne sont pas reconnues, ce qui pose quand même des questions. C'est-à-dire que le seul fait de trouver des bactéries autour de l'exploitation suffit. Donc ça pose beaucoup de questions, même sur la nature des choses, puisque en fait, ces bêtes sont certainement immunisées naturellement contre la salmonelle, puisqu'elles vivent en présence de cette salmonelle en plein air. Mais évidemment, peut-être que ces procédés naturels ne sont pas forcément reconnus aujourd'hui, puisque on est aussi dans un tout un peu chimique, vaccinal. Voilà, on est dans un schéma où on ne reconnaît plus forcément les bienfaits de la nature. C'est ça. On a d'un côté une écologie punitive et finalement qui devrait se pencher sur cette question et de l'autre qui ne le fait pas. Et de l'autre côté, donc voilà, on a un excès, je dirais un zèle, peut-être entre guillemets scientifique, voilà, qui s'impose et qui est suivi. Jean-Paul Pelleras, pour conclure sur le sujet du jour, c'est-à-dire cet agriculteur qui s'est suicidé, est-ce que vous avez, vous, encore un petit peu d'espoir ou plus du tout pour l'avenir agricole français? Est-ce que, malgré tout, on sait qu'il y a aussi de nouvelles formes d'agriculture qui naissent avec de nouveaux procédés? Certains sortent complètement des circuits et passent en circuit court, finalement sont peut-être un petit peu plus libres aussi de ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez, malgré tout, qu'il y a un petit peu d'espoir? Le circuit court, c'est une bonne chose. Mais quand on vit intramuros au milieu de Paris, vous m'excuserez, le circuit court, ce n'est pas possible. Bon, ensuite, vous avez aujourd'hui, il va falloir en 2050 nourrir 9 milliards d'individus. Je pense qu'il faudra faire ça sérieusement avec une agriculture conventionnelle, équipée, qui sera capable de répondre à la demande. Et si aujourd'hui, ma foi, on commence à partir un peu dans tous les sens avec des idéalistes qui imposent encore une fois leur dogme. Et vous savez, pour être, ces gens-là ne connaissent, j'ai une formule, ces gens-là ne connaissent de l'outil, ni l'usage, ni le prix. Bon, il faut y aller dans au champ, il faut y aller combattre les éléments, n'est-ce pas, et puis payer les prix à la fin du mois, et puis il faut connaître, c'est un véritable métier, on ne s'improvise pas, on n'arrive pas là, il y a beaucoup de gens qui disent tiens, je vais devenir agriculteur, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il y a aujourd'hui une lourde responsabilité. Il
faut de la technique et je crois qu'il faut être justement de plus en plus technicien. Et alors, les agriculteurs français, on ne fait pas n'importe quoi. Évidemment, tout coûte très cher quand il s'agit de traiter une culture ou autre. Bon, on le fait pas. On le fait parce qu'il faut le faire pour sauver la culture, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce qui aujourd'hui est en train un petit peu d'échapper à cette société. Si on veut donner encore dans les agriculteurs dans ce pays, il faut tout faire. Et je l'ai dit à Christiane Lambert, il faut de toute façon arrêter de les stigmatiser. On a le problème des méventes, on a le problème des intempéries, mais je crois qu'aujourd'hui le plus gros problème c'est celui de ces idéalistes qui veulent mettre le pied dans la porte et empêcher les agriculteurs de travailler. Voilà. Oui. On n'a pas apporté l'affaire à des bassines, mais c'est sous-entendu, vous le comprenez très bien. Voilà. Évidemment. Voilà. Et puis empêcher de travailler et voire empêcher de vivre finalement. Merci beaucoup Jean-Paul Pelleras et puis encore merci pour votre cri d'alerte. Un de plus, un paysan est mort, voilà le titre de votre article dans le journal L'Agri. À très bientôt, au revoir Jean-Paul Pelleras. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.